Daniel Duroy, qu'est-ce que ça vous inspire, ce bâtiment-là qu'on voit, en forme de pyramide, dont le toit a été refait il n'y a pas tellement longtemps? Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, parce que j'ai passé une moitié de vie ici au club. J'ai vu ce bâtiment évidemment différent, bien sûr, puisque à l'intérieur il y avait tout. Il n'y avait que ce bâtiment qui existait. Il y avait les entraîneurs, la cuisine, les soins, les douches, les chambres au-dessus, et beaucoup de beaux joueurs en sont sortis. Donc le centre de formation de l'AJA, C'était inauguré par François Mitterrand. Exactement, je l'ai même vu arriver ici, François Mitterrand avec son hélicoptère sur le terrain derrière ce bâtiment. Ouais. Alors, vous étiez éducateur dès le départ? Oui, je suis éducateur ici depuis le départ. J'étais embauché par Giroud. Il m'a téléphoné un jour de Pentecôte 1988. Je crois que c'était le 23 mai de mémoire. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Parce qu'il cherchait quelqu'un pour renforcer la section amateur, parce qu'à l'époque c'était Bernard Turpin qui s'occupait de cette section, et il était promu au centre de formation sur tout ce qui est scolarité. Donc je suis arrivé comme ça avec un certain Bernard Diomède, puisqu'il a signé à la même époque, la même année que moi, puisqu'on était du même club. Alors, vous évoquiez la venue de François Mitterrand pour l'inauguration, mais ça, c'était pas en 88, c'était en 82. Non, c'était plus tard, oui. C'était plus tôt. Ou plus tôt. Oui, Non, plus tôt. il est arrivé ici. Alors voilà, si je me rappelle pourquoi il est arrivé ici, c'était pour l'inauguration du théâtre à Auxerre. Voilà, oui, je confonds un peu. D'accord, les dates? Oui. Les dates, oui. Enfin, vous, c'est J'ai 88. tellement de dates dans ma tête. Moi, c'est 88. Daniel Duroy, Ouais. 1988, Ouais. AJA, 2019, 2018. 2018. Donc, vous n'êtes plus éducateur, vous n'êtes plus le référent de Non, l'école. Je suis en retraite. En retraite. Le 1er juillet. Mais officiellement, pour l'administration. Ouais. Et l'AJA, il n'y a plus de lien? Non, la GIA, il n'y a plus de lien. J'avais un petit espoir de pouvoir rester un petit peu au niveau du recrutement des jeunes, et ça n'a pas pu se faire pour l'instant. J'espère que ça se fera plus tard, je ne sais pas. Alors, tous ces jeunes que vous avez connus au départ, dans cette pyramide, puisque tout était centralisé, c'était le lieu où l'on donnait classe, le lieu où on mangeait, le lieu où on lavait le linge, et le lieu où on dormait. Oui. Et derrière les petites lucarnes, là, il y a eu Cantona, Boly, Oui. Dutuel et beaucoup d'autres. C'était avant moi, ça. C'était avant vous? C'était avant moi. Moi, quand je suis arrivé, les plus jeunes étaient hébergés dans famille d'accueil sur Auxerre. J'ai mis ça en place. Ce qu'avait fait Giroud avec je ne sais plus son nom, quand il l'avait hébergé chez lui. Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri. Donc moi, quand je suis arrivé, on a démocratisé ça un petit peu, et tous les plus jeunes joueurs ont été mis en famille d'accueil. Les Sanogo, les Julien, tous ceux qui sont pros maintenant et qui éclatent, Sébastien Allaire, et j'en passe, et des meilleurs. Et après, ils arrivaient à la fin de leur troisième, qui se passait en section sportive au collège Paul Bert, dans ce bâtiment, pour prendre la place de leur illustre qu'on a cité tout à l'heure. Donc le collège Paul Bert, qui historiquement est la section sport-études, foot, Oui. de l'AJA. Oui, c'est ça. Enfin, d'Auxerre. Oui. Oui. Il a été construit ici à la demande de Giroud. Il n'était pas prévu là. La section sportive, au départ, elle était à Toussy. Et c'était un prof qui s'en occupait. Et dans les années 85, peut-être, quelque chose comme ça, il y a eu la construction du collège un peu avant. Et Giroud a souhaité qu'il soit ici. Il devait être plus haut dans les Pieds d'Alou, de mémoire. Il faut regarder les archives. Ouais. Et Giroud l'a fait mettre ici, et il a mis responsable de la section sportive Dominique Cuperly. Quand je suis arrivé en 88, j'étais son adjoint. Et Dominique Cuperly n'était plus joueur? Non, il était adjoint à Giroud, et il s'occupait de la section sportive l'après-midi. Entraîneur adjoint, oui. Avec moi. Ouais. D'accord. Et Bernard Turpin? Bernard Turpin, il était parti sur Fourier, au lycée. Ah oui, parce qu'il y a Fourier. Il était à la section sportive second cycle. Donc il n'a pas fait Paul Bert. Donc en quelque sorte, ce sont les racines, les vraies racines de l'AJA. C'est les vraies racines de l'AJA. C'est
Famille d'accueil. Famille d'accueil, éclosion des meilleurs joueurs de France, on peut le dire sans prétention, je pense. Quelques éducateurs, pas nombreux. Non, on n'était pas nombreux à l'époque. Ouais. Et il y avait, on peut rajouter Daniel Roland, qui n'a pas été cité. Oui, oui, bien sûr, Daniel Roland, avec qui j'ai travaillé beaucoup et qui a été précurseur pour la découverte des bons joueurs, bien sûr. Ça c'est sûr. Alors votre force, c'était quoi? C'était la qualité du recrutement, la qualité des entraînements, la qualité de l'enseignement. Comment la mayonnaise a pris? Bon, je pense qu'il y avait la qualité des éducateurs. Après, la spécificité de Guiroux, c'est d'avoir trouvé un peu des éducateurs qui étaient spécifiques dans chaque catégorie. Moi, j'ai jamais changé de catégorie, par exemple. Et les entraîneurs ici ne changeaient pas de catégorie. Moi, j'ai toujours eu les 14-15 ans à entraîner et d'autres, c'était les 16, etc. Et la spécificité, déjà, c'était d'être plus rapide que beaucoup d'autres clubs pour avoir les meilleurs joueurs. Et puis après, bien sûr, la qualité de nos installations, parce qu'elles étaient déjà bonnes. Et puis la qualité des entraînements qu'on donnait aux jeunes, bien sûr. Et puis tout le côté familial. Je pense que ça, c'était important aussi. C'était une famille ici. Ça a toujours été une famille. Favorisé par la pyramide? Favorisé par la pyramide. Et on leur a expliqué que la pyramide, c'est le football. On est beaucoup en bas. Et puis faut être sérieux, travailler bien et arriver en haut où il y a malheureusement très peu de réussite, puisqu'on sait que dans les statistiques, c'est à peu près un joueur pour 1000 qui réussit. Oui, mais c'est partout, c'est un phénomène général. C'est un phénomène général, oui, bien sûr. Mais l'avantage de la GIA, le Patro, c'est que les jeunes venaient, mais n'étaient pas rejetés en quelque sorte s'ils ne réussissaient pas. Non. Ils avaient une formation, on formait des hommes, on formait de jeunes adultes. Oui. Et ils trouvaient un boulot dans la société. Oui, on les aidait beaucoup. À cette époque, oui, on les aidait beaucoup. Je pense qu'on les aide encore quand même. Hein. On a beaucoup de jeunes qui ne réussissent pas, bien sûr, au bout de leur cursus, et on les aide à trouver d'autres clubs. Hein. On le fait encore maintenant. Éducateur, Daniel Duroy, en général, on ne met pas en valeur le palmarès, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Mais là que vous êtes retraité, puis que on ouvre les pages d'une vie, combien de titres nationaux avez-vous obtenus, si vous en avez obtenu? Alors on ne peut pas qualifier de titres nationaux, puisque moi, ma catégorie jouait en régional. Après, on a fait les championnats de France par rapport au titre que j'avais. Ça s'appelait le Challenge Crédit Agricole à Clairefontaine. Le nombre de titres exacts, je ne me souviens plus trop, mais j'ai pratiquement été, sur toute ma carrière, champion de ma catégorie tous les ans. J'ai échoué à trois saisons, dont une où je me suis fait battre par Chalon, où il y avait un certain joueur qui s'appelle Antoine Griezmann maintenant et qui m'avait fait la misère aller-retour. Je regardais cet après-midi, avant de venir, 50 joueurs sont passés par moi et sont devenus pros sur le nombre de joueurs que j'ai eu. 50 quand même. Alors bien sûr, Ligue 2, Ligue 1, étranger, oui. Équipe nationale pour certains, comme Sanogo, comme Christopher Julien, d'autres ont été en équipe de France de jeunes. Voilà, oui, 50 au total. Mais alors, si j'entends bien, Antoine Griezmann, qui est la star aujourd'hui, y compris au Barça, vous n'avez pas pu le recruter, vous l'avez loupé. Surtout qu'il vous a fait la misère à l'aller et au retour. Ah bah oui, moi je le connaissais depuis qu'il avait l'âge de 9 ans, puisque j'ai des amis sur Chalon et un éducateur m'avait dit il faut que tu le vois absolument. Donc on l'avait fait venir chez nous en stage avec Jean-Luc Taboureau, qui était éducateur aussi. C'était en quelle année ça? Alors c'était en quelle année 1990? J'en sais trop. 95? Ouais, je sais pas. Je sais pas quel âge il a maintenant. Quel âge il a? 27 ans, non? 28 ans? Ouais, quelque chose comme ça, 26, 27, 28. Ouais, donc faut enlever 16, 17 ans, quoi, à peu près. Ouais. Donc oui, on l'avait fait venir, mais bon, à l'instar de tous les autres clubs, on ne l'a pas pris parce que effectivement c'était un pari à l'époque, il était très petit. Il est venu en stage prolongé? Il est venu en stage chez nous 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines, il a fait des tournois avec nous. Ah ouais. Il s'en rappelle très bien d'ailleurs. Il s'en rappelle très bien, moi je suis ami avec ses parents et bon, je ne l'ai pas souvent au téléphone parce qu'il a d'autres choses à fouetter, mais
c'est un peu un échec de ma tête parce que je m'étais battu pour qu'on le prenne et puis on ne l'a pas pris. Mais bon, après, je me dis que personne n'a réussi. Donc, Et pourquoi on ne le prenait pas à l'époque? Roux n'a pas, l'œil de Roux ou de Roland ne s'est pas exercé de... Giroud n'était pas trop sur ce dossier. Les jeunes, c'était Daniel Roland qui s'occupait de tout ça. À l'époque, on prenait beaucoup des garçons d'un gabarit assez important et c'était une philosophie un peu nationale. Hein. Il y avait beaucoup de joueurs costauds, je sais pas, athlétiques, voilà. Et lui, c'était un pari, c'était un tout. Il était tout petit, il jouait un an de moins. Il avait 13 ans quand il jouait avec les 14. Mais bon, il avait une dextérité, une qualité, un œil, une posture au-delà de tout. Mais bon, on n'a pas réussi, c'est pas très grave. Oui, vous en avez eu d'autres. Oui, j'en ai eu d'autres. Oui. J'ai plein de souvenirs. Après, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné le TSF en 2015. TSF, tournoi sans frontières à Sens. Ouais. C'est un tournoi très difficile. En 2015. En 2015, oui. Ouais. C'est la seule fois que la GIA l'a emporté, d'ailleurs. C'est la seule fois que tous les ans, je me faisais allumer sur le fait qu'on ne gagnerait jamais. Je m'étais toujours dit, il faut que je le gagne un jour. Enfin, pour moi, les joueurs, bien sûr. Mais cette année-là, on avait une bonne génération. Il y a eu plein de facteurs qui ont fait qu'on a réussi. Et c'est ça les plus beaux souvenirs, parce que c'est le meilleur tournoi de France. Tournoi international, oui. C'est très difficile. Et vous avez battu qui en finale? Lyon. Au tir au but. Ouais. Donc finalement, ça a été toute votre vie, la GIA. C'est la moitié de ma vie. La moitié? La moitié de ma vie et le football pratiquement toute ma vie, parce que j'ai commencé à entraîner les petits à Saint-Doud-Char ou Diomètre, comme je disais tout à l'heure, à l'âge de 16 ans. Donc c'était ma passion. Donc quand Giroud m'a appelé, c'était un rêve. J'ai tout lâché. J'ai pris ma voiture, je suis monté tout de suite. Et vous faisiez quoi avant de tout lâcher? Vous avez lâché quoi? À l'époque, je passais les diplômes. En fait, je suis éducateur social. Donc les jeunes, c'est ma vie, quoi, que ce soit le social ou le sport. Donc quand je suis arrivé, d'ailleurs, j'ai travaillé au foyer départemental de l'enfance à Auxerre, en même temps que j'étais entraîneur ici. Les jeunes, c'est ma vie. Ouais. Donc vous connaissez leurs soucis, les problèmes de l'adolescence. Ah oui. La pauvreté, oui, la précarité. Oui. Surtout tous les garçons qui nous arrivaient de Paris, il y en a beaucoup qui étaient en difficulté. Donc on était les deuxièmes parents, quoi, le deuxième père. D'ailleurs, beaucoup, c'est la plus belle de reconnaissance. Et c'est ce que les joueurs me disent maintenant, quoi. Oui. Parce que je suis ami avec beaucoup et il y en a beaucoup qui me disent si tu n'avais pas été là. Bon, ça, c'est une fierté. C'est pas... Je me donne pas de gants, hein, c'est une fierté. Oui. C'est pas que sortir des champions éventuellement. Non, parce que non, j'ai pas sorti que des champions. Hein. On en sort 1, 2 par génération. Quand c'est 3, c'est bien. Après tous les autres, on essaye de leur apporter quelque chose, une certaine éducation, et puis les aider quand ils partent d'ici à trouver autre chose, ce qui n'est pas toujours facile, mais on essaye. Ce matin, ça faisait froid. Tu fais bien les vacances? Ouais. Alors aujourd'hui, que faites-vous? Aujourd'hui, je ne fais pas grand-chose, je me repose, je me promène, je vais voir des amis, parce que le football c'est un super métier, mais on est très pris et on n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux autres. Et là, j'en profite un petit peu pour l'instant, je vais voir des matchs à titre personnel. Je récupère un peu, je souffle, on va dire. Oui. Vous vous socialisez? Oui, un peu. On se désocialise dans le foot? Je pense que si vraiment on aime ça, on se désocialise. Ouais. On pense tellement à ça que on se coupe parfois un peu. On se coupe parfois un peu du monde, je pense. Ouais. Parce que c'est pas l'usine, hein, faut pas exagérer non plus, mais c'est quand même très prenant. Puis si on fait son métier sérieusement, c'est une passion. C'est même pas un métier, oui, c'est une passion. Et oui, je pense qu'on se coupe un peu des gens parfois. Oui. Et alors dites-moi, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui différencie, je ne parle pas du monde, mais qu'est-ce qui différencie la GIA, les racines de l'origine, les familles d'accueil, la pyramide, 2-3 éducateurs, les sections sport-études, Paul Bert, Fourier, le grand Manitou Giroud, son savoir-faire, Dominique Cuperly, l'école de foot, Daniel Roland. Alors,
Qu'est-ce qui est différent? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, c'est quand même bien séparé. Il y a la section pro, Ouais. qui dépend de la SAS AJA, qui est détenue par l'investisseur chinois, James Zhu, et puis la section amateur. Auparavant, la section amateur, ça faisait partie de l'AJA, c'était un tout, Ouais. avant la vente Ouais, mais à Emmanuel Limido. je pense que tout est venu de la vente en fait. Après, les dissensions qu'il peut y avoir entre la section amateur et la section pro, ça me dépasse un peu. Après, ce qui a changé, c'est le monde en général quand même du football. Il y a beaucoup d'argent qui s'est mis dans le football et ça devient très difficile d'avoir un club familial. On ne peut plus revenir en arrière par rapport à ça. C'est plus possible. Il y a tellement d'enjeux financiers maintenant dans le sport en général et dans le football en particulier. On ne peut plus. C'est que du domaine du souvenir. On ne reviendra jamais comme avant. Parce que la notion d'esprit de famille, elle est fondamentale pour vous, pour qu'un club s'épanouisse et que les joueurs s'épanouissent, y compris en termes de performance. Ah, je pense que oui, je pense que c'est primordial, oui. Oui, oui. Si on est... Bon, moi je parle des jeunes, mais je pense que chez les pros c'est pareil, il faut être autour. Moi je me rappelle quand je suis arrivé, Dominique Cuperli c'était le père de beaucoup de joueurs. On allait chez eux, moi le premier, on allait chez eux pour régler une télé, c'est des souvenirs que j'ai dans ma tête, ils me font rire des fois, mais pour remplacer un aspirateur et tout, ça n'existe plus. Et je pense que pour les jeunes, il faut absolument avoir cet esprit famille. Moi je viens voir les matchs tous les matins, il y a encore des jeunes qui me demandent des choses et qui vont voir leurs entraîneurs. Les entraîneurs qui au centre sont très familles. Et je pense que ça c'est hyper important. Autrement, vous coupez les garçons de chez eux, si personne ne s'occupe d'eux, il n'y a pas que le foot, il y a d'autres choses. Alors comment est-ce que vous définiriez, donnez-nous les ingrédients de l'esprit de famille? Parce que finalement on dit esprit de famille, bon, ça veut tout dire et n'importe quoi. L'esprit de famille, c'est être présent, je vais dire presque 24 heures sur 24. J'étais de nombreuses années surveillant on appelle le petit centre où il y avait les plus jeunes, les garçons qui étaient en section sportive. J'ai surveillé les garçons entre guillemets quand ils étaient en famille d'accueil. Il faut remplacer papa-maman, il faut être là quand ils sont malades, il faut être là quand ils ont besoin de quelque chose, il faut les soutenir quand on a perdu un match. C'est ça l'esprit de famille, c'est être papa-maman quand ils sont pas là, quoi. Enfin, il me semble. Tout ce qui va leur permettre de grandir et de devenir des hommes, quoi. Et c'est aussi des fêtes de famille, des repas, des réunions. Moi je faisais avec mes catégories. Moi j'adorais faire des tournois. Le coach Kiro n'aimait pas trop, mais moi j'adorais faire des tournois et eux c'est leur meilleur souvenir. Quand je vois des anciens joueurs, et on se rappelle tout ça. On était ensemble. Des souvenirs. Je fêtais les anniversaires à chaque garçon tous les ans. Et je leur offrais la photo d'équipe avec on mangeait les gâteaux ensemble. C'est ça. J'ai été invité à des mariages. Parce que les garçons se rappellent de ça, ils ne se rappellent pas que du foot. Je pense qu'ils se rappellent d'abord de ça et grâce à ça, ils sont devenus bons, il me semble. Daniel Duroard, dites-nous, pourquoi vos équipes elles gagnaient et elles étaient championnes quasiment chaque année? Vous n'êtes pas sorcier? Ah non. Et les ingrédients, c'est quoi? Et vous n'aviez pas non plus une potion magique? Ah non, je n'avais pas de potion magique, mais on a eu, comme je disais tout à l'heure, la chance d'aller sûrement plus vite que beaucoup d'autres clubs et d'avoir un meilleur recrutement. Non, mais un meilleur recrutement de tous les autres clubs et on réussissait à avoir, moi je le dis, sans doute à cette époque-là, les meilleurs joueurs de France, dans les meilleurs joueurs de France bien sûr, et après le travail et le sérieux des garçons fait qu'on arrivait à supplanter tout le monde dans la Ligue du Centre et voire même ailleurs sur des tournois
où on jouait contre des équipes autres. Alors, est-ce qu'il y avait une méthode, un plan de jeu qui était applicable à toutes les équipes défini par Giroud? Bon, l'équipe première, on connaît le plan de jeu, fondé sur un marquage individuel, comme les Italiens à l'époque. Ça a évolué depuis. Et Boli dira d'ailleurs à son arrivée à Marseille, ou un peu après, en fait, à Auxerre, j'ai rien appris sur le plan tactique. Il disait ça, mais enfin, il a dit ça, il a appris la zone, mais il faut être très intelligent, paraît-il, pour bien jouer la zone. Puis il y a eu l'individuel dans la zone. Oui. Et alors, est-ce qu'il y avait une méthode, ou bien est-ce que vous étiez libre? Bon, Daniel Rolland et Giroud, c'était 2 ailiers, on jouait à 3 devant, 4-3-3, c'était ça un peu le schéma. Moi, quand je suis arrivé, j'étais surpris d'ailleurs par rapport à ce que tu dis, parce qu'en fait, on ne nous demandait pas de méthode particulière, mais on recrutait nos meilleurs jeunes en espérant qu'ils aillent bien sûr en pro et au Stade Abbé Deschamps un jour, en fonction de ce que pensait Giroud. Donc on recrutait des ailiers, on recrutait... donc c'était un peu le même plan de jeu que Giroud. Moi je jouais avec des ailiers et des vrais ailiers. Oui, qui collaient à la ligne. Oui, sur la fin de la carrière de Giroud, et bon, moi j'avais encore la même catégorie, on commençait à travailler un peu plus, puisque Giroud s'était mis un peu au 4-4-2 sur la fin, alors de lui-même ou à la demande de certains de ses joueurs, j'en sais rien, c'est la légende, mais nous on faisait aussi pareil. Et sur la fin on leur apprenait un petit peu d'autres méthodes de travail que le 4-3-3, mais pendant longtemps, c'était 4-3-3 parce qu'on recrutait en fonction de ça, en fait, avec Daniel Rolland. Mais on ne nous a jamais imposé sur des réunions techniques, faut faire ci, faut faire ça. Et les milieux, c'était surpris. Les milieux, c'était des milieux défensifs, de récupération, ou alors des relayeurs, ou des créateurs? Non, il y avait les deux. Moi, j'avais des milieux, un milieu devant la défense qui était ce qu'on appelle un 6. Une sentinelle, quoi. Sentinelle, oui, et des milieux offensifs devant. Oui, donc toujours quand même une vocation relativement offensive. Ah bah oui, moi je crois que j'ai dû battre des records de France de buts. Il y a une année, j'ai mis 226 buts pour 4 encaissés. Ah bon? Ça c'est l'année où j'avais Christopher Julien, Yaya Sanogo et d'autres, Johan Branger qui est en Angleterre, Christopher Missilou qui est en Angleterre. 2 années de suite, j'ai mis plus de 220 buts. L'adversité était faible. J'ai le record de France. Oui. Après la Ligue de Bourgogne, c'était pas très costaud. Et à l'époque, les garçons restaient un peu dans leur catégorie. Maintenant, on les fait monter. Et je pense que c'est une bonne idée d'ailleurs. Les meilleurs joueurs, ils doivent jouer au-dessus. Et surclassés pour qu'ils soient confrontés à d'autres situations. D'autres situations, et puis un jeu parfois plus physique, ce qui les oblige à pas rester sur leur laurier. Quels sont les 2 ou 3 joueurs qui vraiment vous ont tapé dans l'œil, dans la tête, ou au cœur, ou au trip, je ne sais pas? Est-ce que vous pouvez en citer 2 ou 3? Ou est-ce que tous, ce sont vos enfants? Oui, c'est pas forcément tous mes enfants, mais parce que j'ai bien eu des échecs et des désaccords avec certains parents, mais bon, ça fait partie de la vie de tout entraîneur, quel que soit le niveau qu'on entraîne. Après, pour moi, le meilleur que j'ai eu, c'est Yaya Sanogo. Le meilleur en tant que joueur, le meilleur en tant que garçon, qui est devenu homme bien sûr maintenant, ça c'est sûr. Après, il y a d'autres garçons que j'ai bien appréciés. J'ai bien aimé Thierry Ambrose, qui venait de Sens en train tous les jours, ou presque pour s'entraîner au début avec l'école de foot, et puis après, qui a été piqué par Manchester City. Oh, il n'a pas réussi. Enfin, non, il a été prêté au début, puis il a été vite prêté. À Lens. Après, il y a 2 ans, il s'est fait les croisés, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, il est à Metz, non? Il est à Metz. Il est à Metz, après, avec promesse de signature s'ils se maintiennent. Il était voué à une grande carrière. Oui. Mais pour moi, la plus grande carrière, c'était Yaya Sanogo. Après, il s'est blessé aussi. Je pense qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a eu là quand même? Parce qu'il est même revenu à Auxerre, il a signé, et il était toujours blessé. Il a été à Arsenal. Ouais. Et puis maintenant, il est à Montpellier. Il est à Toulouse. Oui. Pour moi, il y a eu une année où il a été surclassé en équipe de France, il s'est blessé, il est revenu pour moi trop vite, c'est un avis personnel, il est revenu trop vite et il s'est reblessé et là il n'a pas réussi à regagner tout son potentiel, quoi.
bon, ça fait partie de la... Sanogo, vous le mettez au-dessus de Cantona? Alors Cantona, j'ai pas eu, moi, parce que quand je suis arrivé, il s'en allait. Il est parti en 90. Il a oui, signé en 88. Oui, oui, mais moi, Oui. je l'ai pas eu. Oui, il était déjà en équipe 1. Oui, oui, bien sûr. Oui, en 87, C'est pas du tout le même caractère. Ouais. Non, c'est pas le même joueur, c'est pas le même joueur. Mais moi, je pense que c'était de la même trempe. Hein. Après, c'est pas un caractériel entre guillemets. Oui. Quant au Sanogo, c'était un gentil garçon et tout, mais je pense qu'il avait un potentiel pour vraiment réussir. D'ailleurs, tout le monde le disait. Pour moi, c'est le meilleur que j'ai eu. Après, il y en a eu d'autres, hein, bien sûr. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a eu d'autres. AO2. Christopher Julien. Ouais. Christopher Julien. Après, dans les tout jeunes, il y a Nicolas Gavory qui joue au Standard de Liège, qui a joué aussi en pro un peu. Là, le dernier qui est parti, Lamine Fomba, c'est un bon joueur et je pense qu'on en reparlera. J'en ai vu tellement. Et vous trouvez que c'est bien que les joueurs qui sont formés à Auxerre partent assez vite, poursuivent leur évolution dans d'autres clubs? On pense on a dit qu'il y avait des ratés quand on ne savait pas les faire évoluer, mais les Haller, il y en a un certain nombre quand même. Oui, je ne vais pas parler de Sébastien Haller, mais je l'ai eu aussi, oui, bien sûr. Lui aussi, ouais. Ah non, pour moi c'est une erreur. Pour moi c'est une erreur, mais c'est le football actuel qui veut ça. C'est le football actuel qui veut ça, c'est le business. Mais c'est la loi, c'est la réglementation. Non. C'est-à-dire que les clubs peuvent venir, ils viennent chercher de plus en plus tôt. Oui. Ambrose, qui n'avait rien, je confonds avec les châteaux, qui n'avait rien, encore rien produit, disons, bien sûr. Il y en a eu chez les adultes. Il y en a eu d'autres. Il y a le petit Ennemé de Sens, qui est parti aussi en Autriche. Ils sont partis tout de suite. Non, c'est une erreur, mais c'est le système actuel. Les clubs, notamment les clubs anglais, sont tellement riches qu'ils viennent voir papa, maman. La situation sociale de beaucoup étant ce qu'elle est. Mais je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. D'ailleurs, beaucoup de ces garçons-là, on ne les revoit pas. Il y a une époque, c'est pas la GIA, c'était le Talec et compagnie. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont partis à Arsenal, on les revoit plus. Ils ont fait leur carrière. Pas la carrière qui, à mon avis, ils auraient dû. Là, aujourd'hui, ça va trop vite pour eux. Ndika, il est parti l'an dernier à Francfort. Il aurait pu jouer, à mon avis, en équipe 1. L'époque de Giroud, c'était pas ça. Je pense qu'il était sollicité aussi. Giroud, à l'époque, moins, bien sûr. Mais lui, il disait, il joue chez moi et après, je les revends. Ouais. Et plus cher. On pense à Castelletto également. Castelletto, bien sûr. Qui maintenant est défenseur central, titulaire depuis 2-3 saisons à Brest. Oui. Ouais. Il y a Hayé qui est parti à Clermont. Hayé. Il jouait très peu. Qui a marqué beaucoup de buts. Et à mon avis, pas son poste. Après, ça, c'est des choix de coach. Ouais. Mais c'est mon avis. Ouais. Bon, je pense que j'ai aussi fait des erreurs et tout. Mais c'est vrai que maintenant, le monde est géré que par l'argent. Et les garçons, pour moi, oui, je maintiens, ils partent trop vite. Donc, il y a de fortes chances qu'on ne voit plus éclore en équipe 1 des jeunes formés au club. J'en ai peur. Puisque depuis quand même la première session de la GIA, on voit plus, il n'y a plus de jeunes en équipe 1. Non. Après, les clubs sont pas patients. On demande à l'entraîneur de monter tout de suite ou d'avoir des résultats tout de suite. Alors évidemment, si vous mettez des jeunes, il faut être patient. Mais c'est pas le monde actuel qui veut ça. Et puis il faut également qu'ils puissent jouer. C'est du temps de jeu. Ah bah oui. Et quand ils ne sont pas sélectionnés, ah bah oui. Il fut une époque, je me souviens, les joueurs, ils jouaient, quitte à jouer en DH, même dans... souvent ils jouaient en réserve, mais ils n'avaient pas le choix. Giroud disait demain tu joues en réserve, ils y allaient. Ouais. Maintenant c'est plus compliqué parce que les joueurs ont plus de caractère, certains refusent. Je ne sais pas s'il y a sanction derrière, je ne suis pas sûr. Le joueur ne fait pas un peu ce qu'il veut maintenant, mais quand même, je pense. Je pense que ça, c'est pas une bonne chose non plus. Mais oui, à l'époque, il jouait. On emmenait une voiture le chercher à l'autre bout de la France et il passait la nuit dans la voiture et il jouait le lendemain avec Daniel Roland. Maintenant, c'est plus compliqué. Ouais. Et alors là, on voit au centre de formation, donc Pyramide, pas au grand centre, la grande cathédrale en face,
Là, il y a un terrain qui est grillagé. Ouais, qu'on appelle une fosse. Une fosse, Ouais. des jeunes, des parents. Ça, c'est pas la section amateur, c'est Si, c'est la section Si. amateur. Là. section amateur. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, association AGA. Voilà. Président Président Alain Géin. oui, et président de Le l'école de responsable foot, de l'école de foot, c'est Fabien c'est Cool. Fabien Cool qui a pris ma place quand je suis parti. Oui, qui est le gardien de but qui a la plus longue Oui. longévité Oui, en Ligue 1, c'est ça. Ouais, Hein, c'est ça. oui. Et il y avait une autre fosse qui a fait l'objet de polémiques et Oui. qui a courroucé Guillerot, Oui. qui se trouvait dans le prolongement du terrain d'entraînement. Terrain d'entraînement, oui. Ouais. Ouais. Cette fosse a été comblée ou elle va être restaurée? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, parce que je suis un peu déconnecté de tout ça, mais il semblerait que l'idée de la section amateur, c'est d'en refaire une, alors peut-être derrière nous, là-bas, vers les terrains de tennis, D'accord, près de là-bas. la maison Coquibus. Oui, en prolongement de derrière. la maison Concubus, là derrière, au bout du terrain qu'on Ouais. voit derrière nous. Il semblerait, c'est les échos que j'ai eus. Giroud souhaiterait qu'il y en ait une, parce qu'effectivement, elle était très utile. Tous les joueurs dont j'ai cité tout à l'heure se sont entraînés tous les vendredis. On allait sur ce terrain-là pour faire du travail technique les veilles de match, pour faire le jeu de tête, qui était l'entraînement, le jeu favori de Giroud, du tennis ballon, des choses comme ça. Et c'était très important, très important. Là, à mon avis, pour moi, la section amateur, il leur manque un terrain, oui. Et parce qu'une fosse, c'est très important pour travailler, parce que c'est beaucoup plus petit, c'est un petit terrain, quoi. Oui, mais on ne travaille pas de tactique, on ne travaille pas du jeu à la fosse, on travaille technique. Et chez les petits, c'est hyper important. Si vous ne faites pas de technique, il va leur manquer forcément quelque chose. Le football, c'est bien, la tactique, le placement sur le terrain, mais si vous ne savez pas taper dans un ballon ou le maîtriser ou le contrôler, il y a quand même un problème. Ouais. Donc ces terrains-là, avec un petit mur autour, nous permet de faire beaucoup de choses et puis Gagner du temps. gagner du temps. Et puis oui, puisque- Mais on comprend bien pour les petits, là on en voit les tout petits, Ouais. mais vous dites que les Mais pros les eux-mêmes, plus- oui, oui, ils vont maintenant ils vont à la s'entraînent salle, là aussi. Ils vont à la salle là-bas oui, faire du travail. c'est la salle, comment appelle-t-on cette salle? Je sais pas, c'est un terrain couvert quoi. Ouais, qui La a moitié été- d'un terrain couvert qui a qui a- été financé par la vente d'un joueur. Alors je crois que c'est Cantona, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. ouais, et qui a été réhabilité là, parce qu'il y avait des Oui, problèmes. oui, oui, il y a eu des Oui. problèmes de toiture. Oui. Donc, tout a été refait. Mais c'est un outil hyper important. L'hiver, c'est un outil important. Quand Ouais. les autres clubs sont arrêtés, nous on s'entraîne. Il y a une salle de musculation, on peut faire plein de choses. Donc à la retraite, là, depuis quelques mois, vous voyez vos amis, des personnes que vous n'avez plus vues depuis longtemps, vous renouez un peu avec une autre vie, Oui, tout à fait. en pensant un peu à vous aussi, à la famille, Oui, votre oui. famille. Oui. Mais vous suivez toujours la GIA, vous m'avez dit que vous alliez encore voir des matchs. Oui, j'habite pas loin, donc tous les matins je viens me promener ici et voir les collègues, voir les jeunes, dont beaucoup j'ai participé à leur recrutement, parce que j'ai arrêté il n'y a pas longtemps et donc je viens voir, oui, parce que c'est quand même c'est ma vie quoi. Alors, vous qui avez vécu l'aventure programmée de la GIA depuis les années 80, même avant, mais 80, 90, les années 2000, et puis le drame de la relégation, de la vente du club, qui était prêt à mettre la clé sous le paillasson, il n'y avait plus de finances, et puis la revente aux Chinois, et puis la reconstruction qui est en cours depuis 2011-2012. Oui. Et là, on a l'impression que ça se consolide sous la férule, la houlette de Francis Graille. Quelle est votre vision de l'avenir du club, de ce club? Je ne vous demande pas si on va remonter en Ligue 1, parce que c'est peut-être important, mais c'est peut-être pas ça l'essentiel. C'est quand même le moteur, c'est quand même le moteur. C'est la vitrine. C'est la vitrine, mais c'est aussi le moteur, puisque c'est quand même l'équipe première qui apporte l'argent au club. Faut pas qu'on se
la face. Si le club était relégué, on ne serait pas devant ça. Je ne sais pas ce qu'il y aurait là. Comment ce sera entretenu. Moi je souhaite de tout cœur que le club remonte le plus vite possible. Et puis qu'on s'appuie sur les jeunes, qu'on continue de s'appuyer sur les jeunes comme on le faisait avant. Avec bien sûr des joueurs d'expérience, parce qu'on ne peut pas se maintenir, on ne peut pas rester, à mon avis, même en Ligue 2 avec des jeunes, que des jeunes, il faut les deux. Et je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur le centre de formation, qui a une super réputation. Le propriétaire a priori aussi acheté le club pour la qualité de sa formation, donc il faut s'appuyer là-dessus et repartir avec tout ça. J'espère que les dirigeants en ont conscience et le feront. Je pense que oui, le président est conscient de ça. Vous avez eu peur, Daniel Duroir, ces dernières années? Peur d'un effondrement de la J1? Oui, un peu. Vous avez fait des cauchemars? Oui. Avant l'arrivée du propriétaire actuel, j'avais peur parce que c'est ma vie. Et puis c'est la vie de tout un département, toute une ville et tout. Oui, j'avais peur qu'on descende bien bas. Oui. La remontée est plus difficile si on descend. La remontée est toujours difficile. Sauf à Strasbourg. Ils ont quand même mis un moment avant de remonter. Oui. Mais ils sont remontés. Ouais, ils ont gravi les échelons. Après, nous, on espère qu'avec le staff technique actuel, on remonte. Mais c'est très difficile. Si ça se faisait d'un claquement de doigts, ouais. Tous les clubs et c'est très difficile déjà de se maintenir en Ligue 2, et se maintenir en Roi-Dijon, en Ligue 1. Ouais. C'est très difficile. Le championnat de Ligue 2 est très difficile, plus difficile que le championnat de Ligue 1. Il y a beaucoup d'anciens, c'est quand même plus physique. On ne voit pas toujours de bons matchs parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de. C'est très beaucoup d'engagement. Ouais. Et comment voyez-vous l'évolution du foot au niveau du jeu? Qu'est-ce que vous voudriez voir? Du Guardiola qui se développe? Plus de vitesse, ça va se jouer où? Plus de technicité, des Messi, des Griezmann, ou alors plus d'athlètes encore? Ah non, moi je suis pas pour un football d'athlète, hein. Moi je suis pour le beau jeu. Quand on est moi maintenant dans la tribune, ou moi quand j'entraînais, je demandais à mes joueurs de jouer, de bien jouer. On jouait pas toujours bien, mais de jouer. Non, je suis plus Guardiola, je suis plus Messi, je suis plus bien sûr Griezmann. Moi. Le football, c'est un ballon dans les pieds, puis apporter du plaisir aux gens, puis apporter du plaisir à soi-même quand on joue. Non, je ne suis pas pour le football athlétique et tout. Le football qui est trop calculé, je trouve qu'il est de plus en plus calculé. Parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut gagner tout de suite et tout. Moi, ça me plaît pas ça. Il y a des fois, je vais voir les matchs et je rentre chez moi. Hein. Ça m'est arrivé déjà, parce qu'il n'y avait pas de plaisir. Donc Jean-Marc Furlan et sa vision du foot, vous êtes parfaitement en accord? Ah oui, complet. Oui. Ah oui. Ça, cette année, on joue. Moi, je trouve qu'on joue. Il y a des défauts, bien sûr, il le dit lui-même. Mais bon, un joueur est un être humain. Mais il apporte du jeu, du plaisir aux gens. Et puis je pense qu'il y aura du plaisir sur le terrain. Alors, on ne montrera pas cette année, j'en sais rien. C'est pas calculé. Ça ne se calcule pas comme ça. Et, je trouve que c'est plus plaisant, oui, ça sans problème. Oui. Alors vous qui avez managé une équipe qui a le record de 225 buts, 26 en U14, et donc et Sanogo une kyrielle de buts, oui, dans cette équipe-là. Lui plus, mais il en a mis. Oui. Vous pensez que, eh bien, il y a une main où les joueurs se révèlent d'eux-mêmes? Autrement dit, très directement, comment devient-on buteur? Comment est-ce qu'on produit des buteurs? Là, on a les mêmes joueurs lors du dernier match contre Ajaccio, l'AC. Et puis on voit quand même, même notre étranger Sorgic a marqué. Oui, et un beau but. Et un beau but, oui. De renard de surface. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Et puis Mergi, bon. Alors, comment ça se passe? Comment se fait-il que vous, il marquez autant? Il y a la qualité, etc. Mais oui, il y a la qualité du joueur quand même. Bon, après, moi, je ne vais pas comparer du 14 avec le monde pro. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un joueur et un attaquant a besoin d'être en confiance.
Après, ce qui se passe dans un vestiaire, ce qui se passe dans la vie entre eux, entre les joueurs, entre le staff et les joueurs, je ne sais pas. Je pense qu'on a chacun notre petit truc. Après, il y a aussi sans doute les qualités d'entraînement. Il ne faut pas se leurrer non plus. Je pense que c'est important. Moi, je suis allé voir 2-3 fois l'entraînement. Ça travaille bien dans la bonne ambiance. Je pense que c'est important. Ça met un confort mental. Et quand on est attaquant, on a besoin de ça. Si c'est pour critiquer sans arrêt, évidemment, on peine à mettre des buts. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure, parlant de Griezmann, l'œil, l'habileté, l'adresse. Ah oui. Et l'œil. L'œil, c'est-à-dire la capacité peut-être de lire le jeu plus vite que les autres, ou d'anticiper. Ça s'apprend pas, ça. Si? Non, je pense pas. Sincèrement, je pense que ça s'apprend pas, ça s'appelle le talent. Mais le talent, on le perd si on ne le travaille pas. Moi, mais encore faut-il avoir du talent. Oui. Après, il n'y en a pas beaucoup qui ont l'œil quand même. Ben non, mais c'est ce qui fait les très grands joueurs. C'est ce qui fait les très grands joueurs. C'est ce qu'a fait Zidane, c'est ce que fait Messi, c'est ce que fait Antoine Griezmann en ce moment et d'autres à leur poste. Mais vous leur apprenez à regarder. Il y a des séances vidéo, etc. Ils peuvent voir. Oui, moi à mon époque, on n'avait pas la vidéo, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Mais oui, on leur demande déjà de lever la tête, de regarder, pas regarder ses pieds. Tout entraîneur doit savoir ça et je pense qu'ils le font. Bien sûr qu'on leur apprend. Mais après, la qualité intrinsèque du joueur. Moi j'affichais, et c'était pas de moi, hein, j'affichais 3 lettres sur mon tableau dans le vestiaire. TTR, le travail sans le talent, ce n'est rien. Et ça leur faisait une belle jambe, excusez-moi. Mais oui, mais vous pouvez avoir du talent et ne rien faire, Zidane le dit. Si on ne travaille pas à l'entraînement, si on ne respecte pas ce que le coach vous dit, oui, ça ne marche pas. Il y a des joueurs qui n'ont pas réussi la carrière qu'ils auraient dit. Je vais en citer un, moi ça s'appelle Ben Arfa. Ben Arfa, il est bourré de talent, on ne peut pas dire le contraire. Et je pense qu'il n'a pas eu... Pas que son travail, à mon avis, parce que je pense qu'il a travaillé, mais il y a aussi tout l'entourage autour. Il y a tout ça qui fait que... Sa carrière n'est pas terminée, il est disponible pour un coup de cœur pour un club. Oui, c'est ce qu'il dit, oui, bien sûr, mais il a fait combien de clubs? Oui. C'est pas... Et puis il y a un problème relationnel aussi peut-être. Oui, mais c'est aussi son entourage, sans doute. C'est le cas de Neymar, c'est son entourage. Ouais. Mais aujourd'hui, les agents et tout ce qui entoure les joueurs, c'est incontournable, c'est comme ça, le système marche comme ça. Ouais, ça protège les joueurs aussi. C'est compliqué pour les présidents. Je ne sais pas si ça les protège toujours. Je ne sais pas si ça les protège toujours. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons agents, je pense. Je pense que c'est un peu compliqué. Alors si vous n'êtes pas solide dans votre tête, si vous n'avez pas une famille solide autour de vous, et encore des fois c'est la famille qui est agent. Donc c'est compliqué. Beaucoup d'argent tue un peu le sport, je pense, moi. Mais c'est le système, on ne va pas le changer. On peut essayer de modérer, on peut essayer de faire des choses quand même. Mais l'argent de James Zhu, du chinois James Zhu, Dorg Packaging, ne tue pas la GIA. Non, ne tue pas la GIA. Donc l'argent peut être bénéfique. Oui, mais oui, ça dépend comment on en parle, comment on le place. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc la GIA a un avenir. Ah bah pour moi, un avenir. Après, je ne sais pas si c'est palpable. Oui, je pense que au jour d'aujourd'hui, avec les gens qui sont à la tête, pour moi, la GIA a un avenir, oui, bien sûr. Ouais.